Je suis Gustave Mbojumtwa, je suis réfugié politique d'origine rwandaise et j'ai eu, entre guillemets, la chance d'arriver déjà en septembre 1994, donc parmi les premiers réfugiés rwandais de cette époque en Belgique. Et donc ça fait 29 ans que je suis un réfugié et je pense que dans la salle, majoritairement, la plupart des gens sont arrivés ici en tant que réfugiés. Et peut-être pour en avoir le cœur net, je ne sais pas, vous pouvez lever la main ceux qui sont arrivés en tant que réfugiés, que ce soit dans les années 90 ou plus tard. Ce sont les rares moments où nous sommes majoritaires. Même si ce n'est pas évidemment une qualité, c'est un destin que nous avons tous connu. Et on m'a introduit en tant que spécialiste de la région des Grands Lacs. Je remercie, mais je pense que tout réfugié, surtout tout réfugié qui a gardé une attache avec son pays d'origine, notamment le Rwanda, est quelque part un certain spécialiste de la question des réfugiés et peut-être même de la question de l'histoire de son pays. Donc je parlerai un peu sous votre supervision, notamment certaines personnalités que je vois dans la salle qui ont été actives ou qui sont encore en politique. Les causes de l'exode et de l'exil des ressortissants de la région des Grands Lacs. C'est le thème très ambitieux qu'on m'a confié. Je pense qu'on va regarder surtout sur la dynamique rwandaise, parce que c'est forcément celle qui me concerne, mais c'est celle qui a fait le plus de bruit pendant les années 90, mais on ne va pas négliger ce qui s'est passé dans les autres pays, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peut-être, et je pense que c'est surtout le Rwanda qu'on va couvrir ensemble. Et pour commencer, je voudrais faire un petit rappel historique, peut-être ceux qui ne connaissent pas très bien les différentes vagues de réfugiés qui se sont succédées, surtout au Rwanda. Il faut garder en mémoire 4 périodes assez importantes qui ont produit des réfugiés d'origine rwandaise. La première période, c'était la vague des réfugiés des années 59 à 62. Donc lors de la révolution dite sociale de 1959 jusqu'à l'indépendance du Rwanda en 1962. Là, je regarde plutôt les plus jeunes qui ont certainement entendu parler de cette période-là, mais c'est effectivement la première période moderne qui a produit un grand déplacement de réfugiés au Rwanda, principalement à cause du changement politique de cette époque où la monarchie dite Tutsi a été abolie et une république dite Hutu a été instaurée. Donc à ce moment-là, comme dans toute révolution, il y a eu des violences, justifiées ou pas, ce n'est pas la question de ce soir, mais en tout cas, ces violences ont conduit à des flux migratoires de réfugiés vers les pays limitrophes. Donc c'est déjà la première période dans l'histoire du Rwanda où on a connu des réfugiés. Ensuite, de 62 à 64, il y a encore eu d'autres réfugiés du fait que les personnes qui avaient été destituées du pouvoir ont voulu revenir les armes à la main et cela a créé des représailles, surtout parmi les populations. Et donc on a connu à ce moment-là d'autres vagues. Il y a eu ensuite la vague de 73. Entre-temps, il y a eu des événements malheureux, mais il est important de parler de 73 parce qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de dramatique au Burundi voisin. Et donc on commence à voir la dimension régionale. Ça a commencé effectivement en 72, mais je parlais des massacres de 73, surtout qualifiés aujourd'hui de génocide contre les Hutus, qui en même temps au Rwanda ont eu un écho sur le paysage politique. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le fameux coup d'État de 73, et dans la foulée, de nouvelles violences, que ce soit envers les politiciens, mais aussi envers des paysans, notamment une fois de plus ciblés pour leur ethnie, et on a assisté à une vague supplémentaire de réfugiés qui sont partis dans les pays limitrophes. Donc vous voyez déjà qu'en moins de 10 ans, 10-12 ans, on a eu déjà 2 vagues qui ont produit des réfugiés rwandais vers le Burundi, l'Ouganda surtout, et quelques-uns en RDC et en Tanzanie. La problématique des réfugiés existait déjà depuis ce moment-là. Ensuite est arrivée la période de 90 à 94.
c'est important de parler de 90 à 94 et pas seulement de 94 ou pas seulement de 90, parce que c'est pendant ces 4 années-là que le Rwanda a vraiment vécu une des parties les plus sombres de son histoire, entre 90 et 94. Et à l'issue de cette période, on a connu peut-être l'afflux de réfugiés le plus important dans l'histoire. J'ai cherché, je n'ai pas vu des chiffres qui atteignent ce que le Rwanda a connu à ce moment-là. On parle de près de 3 millions de personnes qui ont quitté le pays, 3 millions de réfugiés qui se sont déversés principalement en RDC et le Zaïre à l'époque. Donc c'est une période extrêmement sombre qui a produit un nombre inimaginable de réfugiés, et je pense que tous les organismes de l'époque ne s'y attendaient pas, de voir près de 3 millions de personnes qui quittent un pays. On parlera plus tard, éventuellement dans les débats, des raisons à ce moment-là, mais ça permet de prendre conscience de l'ampleur du phénomène des réfugiés rwandais. Donc ça, c'était pour la 3e vague, qui s'est soldée d'une manière aussi catastrophique, puisque à un moment donné, le pouvoir en place au Rwanda a décidé de détruire les camps, et donc beaucoup sont rentrés de force, mais beaucoup sont restés et continuent éventuellement d'être des réfugiés encore aujourd'hui. Voilà pour 3 périodes, 60 finalement, 70 et 90, comme si le sang s'acharnait tous les 10 ans sur le Rwanda. Mais il y a une 4e période qui est importante de garder à l'esprit, c'est finalement depuis le changement de pouvoir au Rwanda en 94 jusqu'à nos jours. On n'est plus dans les mêmes volumes, on n'est plus dans les mêmes niveaux de personnes de nombre de personnes qui fuient, mais des réfugiés sont produits chaque année. Et j'ai été étonné de voir, en préparant cet exposé, qu'en 2021, donc c'est les chiffres clôturés au 31 décembre 2021, il y a eu plus de 12 000 demandes d'asile officielles à travers le monde par des personnes d'origine rwandaise. 12 000. Imaginez, ce sont des chiffres qui sont publiés par le HCR. Qu'est-ce qu'il doit y avoir derrière comme nombre? On peut facilement multiplier ça par 3, par 4, parce que c'est encore en 2021 quelques dizaines de milliers de personnes qui fuient le Rwanda et qui vont demander l'asile dans d'autres pays. Pour la petite histoire, le pays dans lequel il y a eu le plus grande demande d'asile, c'était l'Ouganda. La plupart des Rwandais actuellement, statistiquement, fuient vers l'Ouganda. Les autres pays sont aussi en Afrique, mais évidemment, il y a des pays d'Europe, la France par exemple, l'Allemagne, et aussi les USA, qui est le 3e pays dans lequel le plus grand nombre de demandes d'asile a été effectué en 2021. Tout ça pour dire que les réfugiés d'origine rwandaise, finalement, ça fait 50 ans que ça dure. Avec ces 3 périodes, 60 finalement, 60 ans que ça dure, avec ces 3 périodes très critiques, surtout dans les années 90, mais encore aujourd'hui. Et donc c'est important de garder cela à l'esprit pour la 2e partie du débat, lorsqu'on va vraiment voir les causes et éventuellement les remèdes de ce fléau. Voilà donc pour un petit rappel historique. Maintenant, il est important de savoir quelle est la situation exactement. En 2021, on a eu ces 12 000 demandes, mais en 2023, les chiffres que j'ai pu corroborer parlent d'à peu près 500 000 réfugiés d'origine rwandaise à travers le monde. 500 000. La plus grande partie se trouvant en Afrique, notamment en RDC, mais des réfugiés rwandais sont partout. Partout. Jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, partout. Il n'y a pas un pays où on n'a pas entendu que des réfugiés d'origine rwandaise ont été s'installer. Et donc c'est une problématique qui est encore vive, qui nécessite des sujets comme des conférences comme celle-ci et des initiatives comme celle qui a été prise par l'initiative humanitaire, c'est d'en parler et de pouvoir trouver comment chacun et chacune, à sa façon, avec sa modeste contribution, peut essayer de faire changer les choses, voire même de les inverser. Ce qui est important de dire, c'est que après 30 ans, là je me réfère à la période des années 90,
on assiste à un changement démographique des réfugiés, dans le sens où ceux qui étaient adultes dans les années 90 et qui ont décidé de partir en exil sont aujourd'hui des grands-parents. Ceux qui étaient enfants dans les années 90 sont aujourd'hui des adultes, et ils ont même leurs propres enfants. Et c'est une dynamique importante en ce qui concerne les Rwandais, puisqu'on commence à voir la première génération de Rwandais, réfugiés, exilés, nés à l'étranger. Certains sont déjà de jeunes hommes, il y en a qui sont nés déjà dans les années 90, évidemment, mais on commence véritablement à avoir une nouvelle génération de réfugiés qui arrivent et qui n'ont jamais connu leur pays, sauf au travers de leurs parents, au travers de la télévision, des histoires qui peuvent changer du tout au tout. Et donc c'est une dynamique importante lorsqu'on doit penser aux solutions, puisqu'on fait face à des gens qui n'ont pas vraiment connu cette situation, et les parents qui sont ici savent à quel point c'est un défi d'expliquer à des jeunes qui sont nés en dehors du Rwanda, dans des conditions totalement différentes, leur véritable statut de réfugié et pourquoi quelque chose doit être fait. Cette précision nous amène alors à nous intéresser à deux choses. D'abord les causes, c'était la question principale. Donc les causes de ces différents exodes qu'il y a eu dans l'histoire dont je viens de vous parler, mais aussi les causes de non-retour. Parce que vous imaginez qu'après 30 ans, les causes de l'exode, elles sont vraiment loin. La guerre de 90, éventuellement les persécutions des fins des années 90, et si on remonte encore plus loin, ces causes-là, peut-on dire qu'elles sont encore d'actualité pour que les gens partent? Non, ce sont de nouvelles causes qui font que les gens partent, mais les causes qui doivent nous intéresser, et qui doivent intéresser la jeunesse, et aussi les politiciens et les activistes, c'est surtout les causes de non-retour. Et nous allons plutôt parler de ça. J'espère que ce sera la question du débat, c'est plutôt les causes de non-retour. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on ne retourne pas au Rwanda, on ne rentre pas au Rwanda? Pour les causes de départ, comme vous l'avez compris déjà, c'était principalement les grands changements politiques qui ont eu lieu à travers l'histoire, mais c'est des changements qui se sont faits dans la violence. Donc le mot principal, ça a été la violence qui est arrivée dans la région des Grands Lacs, à travers des guerres fratricides, pour la plupart, et qui font que des gens décident de fuir le théâtre de la guerre qui se joue sur place, parfois de manière spontanée, on ne réfléchit pas quand on part. Pour la plupart d'entre nous, je pense que tout le monde pensait que dans 2 jours, dans 3 jours, on allait retourner. Eh bien, ça fait 30 ans. Donc quand une guerre se met à se propager dans un pays, c'est le sauve qui peut. Tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de parler avec Madame la Présidente du CPS sur les causes qu'ils doivent traiter dans leur cellule d'accueil psychologique. Mais il faut rappeler que le demandeur d'asile, en tout cas pour la région des Grands Lacs, vient à cause de la guerre. On entend souvent des expressions du style réfugié économique, quelqu'un qui vient juste pour profiter, mais il faut insister que derrière c'est une guerre. Et dans la région des Grands Lacs, figurez-vous qu'on peut facilement parler de 4 décennies de guerre qui ont provoqué justement le départ de ces populations. On oublie par exemple la première guerre la plus importante, enfin, l'une des plus importantes, c'est celle qu'il y a eu en Ouganda, la fameuse guerre de libération, entre guillemets, la Bush War, la guerre menée par Yoweri Museveni. C'était l'une des premières guerres qui a fait que les dynamiques des populations, à ce moment-là, ont commencé à être perturbées. On parle déjà des années 80. Et puis évidemment, il y a eu la guerre au Rwanda de 90 à 94, avec le pic aux alentours de 94-95, et évidemment les guerres du Congo. Et là, on peut en parler toute une soirée. En 96, 98, 2000, 2003, 2014, et encore récemment, en 2022, avec la renaissance, si on peut dire, du M23. Bon, pour le dire simplement, le réfugié quitte son pays à cause de la violence. Maintenant, les raisons qui sont sous-jacentes, pourquoi la violence arrive-t-elle? Elles sont multiples, on va y arriver.
Mais c'est important de rappeler que la seule chose qui fait qu'on quitte notre pays, c'est parce qu'on a peur de se faire zigouiller, pour le dire tout simplement. Et maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas. Mis à part l'Est du Congo, où la guerre est à nouveau active, les autres pays, nous dit-on, sont en paix. Vous avez le même écho que moi. Le Rwanda, il paraît que tout va bien, c'est la sécurité totale. L'Ouganda aussi. Le Burundi, oui, semble stabiliser, même si dernièrement il y a des événements qui n'augurent rien de bon. Mais en tout cas, cette guerre qui nous a fait fuir dans les années 90 ou à d'autres moments, elle n'est plus là. Alors pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas? Là, je vous propose de regarder plus en détail les quelques causes dont on entend parler et qui font que les gens décident de rester en exil, de rester dans leur pays d'accueil. Et c'est ici que je vais surtout me focaliser sur le Rwanda, principalement pour une question de temps, parce que si on doit rentrer dans le détail du sujet, il vaut mieux rester sur un pays, sinon on risque de vraiment y passer de longs moments. Donc pour le Rwanda, les causes de non-retour principales que j'ai pu identifier, la première, elle est évidente, et certaines personnes ici pourraient en parler beaucoup mieux que moi, c'est le régime dictatorial qui est en place au Rwanda. C'est la dictature du FPR, Front Patriotique Rwandais, pour ceux qui ne le savent pas, dirigé par Paul Kagame, soit au niveau politique, militaire, mais aussi dans tous les échelons de la vie civile, c'est le FPR qui contrôle tout. Et cette dictature fait que tout politicien, ou même citoyen politisé, qui a une vue différente de la politique menée par le FPR, est tout simplement en danger. On a des cas très concrets, ça commence lentement, un avertissement, un deuxième avertissement, un petit emprisonnement, et si le comportement observé ne leur plaît toujours pas, ça devient dangereux. Et il n'y a plus qu'un seul choix, soit de fuir ou la prison. Et pire encore, il arrive même que des gens arrivent à fuir, mais qu'ils décident de mener des opérations pour aller déstabiliser les gens là où ils ont fui, voire même attenter à leur vie. On a des cas d'assassinat politique en dehors des frontières rwandaises. Il y a un livre qui est sorti très récemment qui en parle, le livre de Michael Arong. Et donc c'est pour vous dire que le climat politique au Rwanda, la dictature du FPR, est la première raison pour laquelle les gens ne décident tout simplement pas de rentrer, parce qu'ils ont envie de faire de la politique, ils ont envie de contribuer à la vie de leur pays, mais leurs idées ne sont pas en ligne avec celles du pouvoir en place. Les exemples sont légion, parce que parler comme ça théoriquement, on peut se dire, est-ce que ça existe vraiment? Et, il y a par exemple une personnalité politique très connue, Victoire Ingabire, qui est persécutée, d'abord physiquement, puisqu'elle a été emprisonnée pendant 8 ans, et maintenant psychologiquement, depuis qu'elle a été libérée. Mais elle tient bon, elle tient toujours sa ligne d'opposante, et malgré ça, malgré le fait qu'elle a été persécutée, elle tient toujours bon sa ligne d'opposante, et ça montre que cette dictature est toujours active pour persécuter les gens. Et donc quand on voit déjà comment une dame qui a eu le courage de rentrer il y a maintenant 13 ans est encore persécutée, eh bien ceux qui sont à l'étranger, c'est une cause de non-retour valable. Personne n'a envie de retourner là-bas et de se retrouver dans cette situation. Il y a aussi d'autres cas de persécution de politiciens. Pour ceux qui sont parfaitement au courant, vous connaissez l'histoire de Diane Rwigara, par exemple, une dame qui a essayé de s'opposer à sa manière à la dictature et qui en a payé les frais, emprisonnée pendant presque 1 an, quelque chose comme ça. La famille a été dépouillée. Et donc la persécution politique qu'il y a au Rwanda
On ne l'imagine pas quand on entend les médias encenser le Rwanda sur son miracle économique, etc. Mais elle est vraiment présente. On n'imagine pas à quel point une personne qui a une voix dissidente peut être torturée psychologiquement quand on voit les logos de Visit Rwanda et de Made in Rwanda. Mais c'est une réalité que des gens vivent. Et la plupart des Rwandais qui sont là-bas sont quelque part dans une forme de prison à ciel ouvert, comme on dit. Donc ça, je pense que c'est la raison principale qui fait que, malgré l'apparente sécurité qu'il y a au Rwanda, eh bien, les gens n'osent toujours pas retourner. C'est parce que politiquement, ils seraient persécutés. Ensuite, il y a quand même ce manque de liberté d'expression. En dehors de la vie politique, ce que je fais ici, si je le faisais au Rwanda, eh bien, je terminerai en disant au revoir, mes amis. Vous ne me verrez plus, parce que la liberté d'expression, que ce soit même dans des cercles privés, elle n'existe pas. Il y a un système psychologique qui fait que les gens se dénoncent entre eux. On entend même dire que des couples se dénoncent entre eux, tellement ils ont peur que si jamais on a su que mon mari a dit ça et que moi je n'ai pas été le dire, eh bien, je pourrais être emprisonné en même temps. Donc c'est à ce stade-là. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de critiquer n'existe pas. Et donc, ayant vécu ici en Belgique, ayant été sensibilisé à exprimer son opinion, participer à la vie politique de sa communauté, de sa commune, ou même du pays, vouloir retourner au Rwanda et espérer le faire, c'est impossible. Et donc ceux qui ont ça en eux, ceux qui se disent « il faut que j'aille aider mon pays », mais qui ne pourraient pas le faire avec l'espère, eh bien, ils décident tout simplement de rester en exil et de le faire à partir de là où ils sont. Ce manque de liberté d'expression n'est pas non plus un fantasme ou quelque chose d'inventé. Il y a des exemples concrets de gens qui ont osé s'exprimer et qui ont disparu. Le dernier exemple en date, c'est celui du journaliste John Williams Mwari, qui a été tout simplement assassiné en janvier, un assassinat maquillé en accident de voiture. Tout le monde sait que c'est un assassinat, mais malheureusement, peu de gens osent aller en l'encontre de ce gouvernement, mais ça vient fortifier ce manque de liberté qui est réprimé donc, par la sentence de la peine capitale. Évidemment, vous aurez compris, un autre aspect de cette répression, c'est le manque de critique du gouvernement. C'est important de le dire parce que il n'y a pas que le fait de s'exprimer sur des choses qui ne vont pas dans le pays de manière générale, mais même critiquer l'action du gouvernement, un peu comme Madame la Présidente a fait tout à l'heure en disant il nous manque des moyens. Ça peut même être un problème. Et ceux qui osent critiquer les actions du gouvernement dans un sens ou dans un autre risquent de gros problèmes, l'emprisonnement au mieux, la disparition, l'assassinat au pire. Et un exemple concret pour ceux qui ont suivi, c'est cette dame qui s'appelle Yvonne Ida Mangé, une youtubeuse qui a fait des messages très critiques contre le gouvernement. C'est vrai, elle a osé. Et elle a été condamnée, je pense, d'abord à 15 ans d'emprisonnement en première instance, ensuite à 20 ans d'emprisonnement en appel. C'était une vidéo YouTube qui lui a valu cette sentence. Alors, parmi les autres choses qui peuvent vous valoir d'être emprisonné, il y a le fait de vouloir raconter son histoire. C'est ce qu'on appelle l'envie de corriger une histoire falsifiée. La plupart des personnes ici le savent parfaitement. L'histoire officielle rwandaise a été falsifiée afin d'être alignée à un agenda politique, et donc l'agenda politique du FPR. Donc les personnes qui ont vécu une autre histoire, que ce soit de manière personnelle ou même leurs membres de famille, et qui viennent dire ça s'est pas passé comme ça, ces personnes-là risquent vraiment de gros problèmes sous une attaque qu'ils appellent le négationnisme. Donc c'est important de rappeler que ça existe au Rwanda, que la plupart des gens qui sont ici, je sais, elles aiment dire la vérité, elles se battent pour la vérité, mais le faire au Rwanda, ce serait signe d'emprisonnement. Alors peut-être pour ceux qui ne
ne sont pas familiers avec les débats sur l'histoire et sur la mémoire, je vais vous donner deux exemples de déclarations qui peuvent vous valoir la prison au Rwanda. C'est par exemple, si vous essayez de démontrer que c'est le FPR qui a battu l'avion du président Habyarimana Juvenal en 1994. Ce genre d'affirmation en public au Rwanda, ou même en privé, si cela est rapporté par quelqu'un qui est proche de vous, peut vous valoir un emprisonnement pour négationnisme ou je ne sais quel autre crime connexe. Il y a aussi par exemple le fait de douter que ce soit le FPR qui ait arrêté le génocide. Parce que ça aussi c'est une question qui revient souvent dans l'histoire. Le FPR a-t-il vraiment arrêté le génocide? Lorsqu'on analyse tous les documents et toutes les correspondances qui ont eu lieu officiellement à ce moment-là, le simple même de poser cette question pour vous valoir d'être emprisonné. Donc c'est important de dire que ceux qui veulent défendre une histoire, leur histoire ou l'histoire qu'ils ont vécue, eh bien c'est une cause de non-retour au Rwanda actuellement. Alors je vais terminer par un autre aspect de ce qui fait que la plupart des gens n'osent pas retourner au Rwanda, c'est la justice qui est instrumentalisée. Et ça c'est un gros problème, même pour les générations à venir. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout l'appareil étatique au Rwanda est géré par l'agenda politique du FPR, dont la justice. La justice doit rendre des verdicts et des jugements qui rentrent dans la ligne et de l'idéologie du FPR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anciens opposants politiques, ou même les anciens militaires, ou toute autre personne qui était un cadre de la société civile, qui ne s'aligne pas à l'idéologie du FPR, est automatiquement accusé de génocide, de négationnisme, d'idéologie génocidaire. Donc c'est une instrumentalisation de la justice qui fait des dégâts auprès de gens qui sont innocents, auprès de leur entourage et auprès de leurs descendants. L'instrumentalisation de la justice est peut-être, selon moi, l'une des causes qui fait que dans le fond, dans le cœur des gens, on ressent toujours une injustice, même lorsqu'on est à 6 000 km, 10 000 km du Rwanda. C'est un concept qui est difficile à expliquer, mais quand vous êtes au Rwanda et que vous avez un militaire ou un policier qui vient vous prendre, là vous vivez l'injustice. Mais quand vous dites à des gens, voilà, je suis en Belgique, mais je vis l'injustice du Rwanda, ils vont vous demander, mais comment? Comment vous n'êtes pas? Vous êtes ici en Belgique, vous êtes protégé par la police fédérale, locale, etc. Eh bien, c'est souvent à travers cette justice instrumentalisée. Les personnes qui étaient actives politiquement en 90 l'ont vécu et continuent à le vivre. Et aujourd'hui, personnellement aussi j'en fais partie, il y a une nouvelle vague d'accusations de négationnisme, même juste ici en Belgique. Et ça ne donne pas du tout envie de retourner dans un pays qui est capable de vous persécuter même à des milliers de kilomètres. Donc voilà, brièvement, j'ai essayé de parler des causes de non-retour actuelles. Il y en a probablement d'autres, mais celles-là sont les principales et qui font que les années en tant que réfugiés, en tant qu'exilés, s'additionnent petit à petit et qu'on arrive à avoir un compteur qui va atteindre l'année prochaine le nombre 30. Pour terminer, je voudrais introduire la question du débat. On a parlé des causes, mais pas beaucoup des remèdes. Donc j'aimerais bien que ce soir on essaye, après les questions, s'il y en a, de parler des remèdes. Quels pourraient être les remèdes face à ces situations? Mais une précision importante, c'est que parmi les causes dont je vous ai parlé, c'était plus les causes visibles, les causes directes, qu'on peut expliquer de manière tangible. Mais il faut savoir que derrière ça, il y a des causes beaucoup plus profondes. Des visées géopolitiques de la part de certaines puissances ou de certaines organisations internationales qui ont vu dans la région des Grands Lacs
un potentiel en ressources naturelles qui devait être exploité coûte que coûte. Parfois, quand on le dit, ça paraît complotiste. On imagine mal comment des gens peuvent sacrifier des millions de personnes, d'êtres humains, uniquement pour du minerai ou quoi que ce soit. Mais ceux qui ont analysé la situation sont de plus en plus unanimes, sont de plus en plus alignés sur le fait qu'il y a résolument une stratégie géopolitique de conquête de ressources. Et on ne peut y arriver qu'en créant de la violence dans ces pays-là, des guerres qui vont permettre d'instaurer des gens qui vont faire ce trafic, ou des déplacements de population qui vont permettre un accès beaucoup plus facile à ces ressources, alors que si c'était des pays en paix, si c'était des pays forts, ce ne serait tout simplement pas possible, ou en tout cas ça coûterait cher. Et donc ces causes beaucoup plus profondes, malheureusement, ce sont des causes pécuniaires, financières. Les gens qui veulent se faire de l'argent avec les ressources de la région des Grands Lacs, et pour ces gens-là, la vie d'un Africain, la vie d'un Rwandais, d'un Congolais, d'un Ougandais, d'un Burundais, eh bien, elle ne vaut rien. Ça, c'est aussi une réflexion que je vous soumets. Quand on va penser aux causes, il y a aussi cette dimension. Malheureusement, on est beaucoup à le constater, que ce soit en Afrique et en Europe, mais il n'y a pas de dynamique pour vraiment dénoncer les causes plus profondes qui ont engendré le chaos depuis les années 80 en Ouganda, 90 au Rwanda, 90 et 2000 également au Burundi et en RDC. Pour illustrer ce point, je vous invite à lire le livre de la chercheuse japonaise Masako Yonekawa, qui est la première à avoir fait une thèse sur les causes géopolitiques des violences. Elle expliquait par exemple que les stratégies militaires utilisées avaient pour but de canaliser le flux des réfugiés, comme par hasard, vers des zones où des rapports avaient identifié des ressources minières très très riches. On peut parler de coïncidence, ce que vous voulez, mais lorsqu'on regarde les choses calmement, on se rend compte qu'effectivement, tous ces flux-là n'étaient pas le fruit du hasard. Les réfugiés qui sont partis, comme par hasard, à l'est de la RDC, d'autres qui sont partis via Goma ou via Bukavu. Et aujourd'hui, c'est là qu'on va exploiter des richesses qui sont utiles à l'industrie. Et donc la question que je vous soumets, et je terminerai par là, quel remède voyez-vous à ce fléau qui frappe la région des Grands Lacs? Est-ce que la solution doit venir des Occidentaux ou des Africains qui vivent en Occident? Ou alors la solution doit même venir des Africains eux-mêmes? Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on dit que ce sont les Occidentaux qui financent et qui font les politiques et qui font la stratégie, c'est quand même des Africains qui, sur place, tuent le frère et exécutent ces politiques. Donc des solutions doivent venir des deux parties, des deux sphères du globe, qu'on le veuille ou non. Et alors la dernière question, c'est évidemment tout un chacun à son niveau, modeste, si modeste soit-il, que peut-il faire pour que, à un moment donné, ce fléau puisse s'atténuer, voire disparaître. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci à Gustave pour cet exposé très brillant et qui me laisse toujours à ma fin, comme tout ce qui est bon en fait. Tout ce qui est bon, on voudrait toujours prendre. Il nous a parlé des causes de l'exil, des causes de non-retour, et il nous demande de chercher des remèdes. Vous en avez? Je crois que ceux qui devraient prendre ces médicaments, ils n'en voudront pas, sauf si on leur donne de force. Donc c'est la place maintenant au débat, aux questions. La balle est dans votre camp. Une dame. Oui. Je voudrais un peu
voudrais juste un peu d'explication justement sur le fait que les réfugiés rwandais ne savent pas retourner, mais en même temps on voit dans la presse que le Rwanda est prêt à accueillir les réfugiés que les pays occidentaux ne veulent pas, comme l'Angleterre et le Danemark, je crois. Merci de nous en dire quelque chose. C'est une question très pertinente, et j'ajouterais même à la question qu'il y a déjà eu des réfugiés qui ont été accueillis par le Rwanda. Et donc, le programme qui a fait le plus de bruit est le programme qui a été mis en place avec le Royaume-Uni pour les demandeurs d'asile qui arrivaient, il faut le préciser, par des moyens illégaux et qui allaient être retransférés au Rwanda pour que leur demande d'asile soit traitée au lieu qu'elle soit traitée sur le territoire britannique. Les analyses montrent deux choses. La première, c'est que il y a des tractations qui se sont faites entre gouvernements, chacun ayant essayé de rencontrer ses intérêts. Je m'explique. Le gouvernement britannique qui est arrivé, c'était encore du temps de Boris Johnson, avait un problème grave d'immigration, soi-disant non contrôlée. Ils ont essayé de trouver une réponse, et la réponse qu'ils ont voulu mettre en place était une réponse de dissuasion. Il fallait dissuader le migrant qui voulait aller en Angleterre de ne plus le faire. Parce qu'une fois qu'ils sont sur leur territoire, c'est compliqué. Et donc, ils ont cherché à mettre en place ce programme, mais je pense que leur objectif principal, c'était de faire peur aux migrants, de leur faire comprendre que s'ils arrivaient sur le territoire, ils allaient pouvoir rentrer. Ensuite, le Rwanda. Quels étaient les intérêts du Rwanda? Le Rwanda a tout simplement un intérêt mortel de toujours redorer son image auprès de la communauté dite internationale. Et entre nous, c'est souvent 5 pays. Quand on dit communauté internationale, c'est finalement 5 pays, Royaume-Uni, France, États-Unis, Allemagne, et peut-être un pays de l'extrême-orient, le Japon, ou peut-être la Chine. Et donc il fallait qu'ils puissent se positionner sur la scène internationale comme un partenaire fiable pour ces pays occidentaux ou alors de la communauté internationale. Et c'est une politique délibérée du Rwanda, se sachant très faible au niveau de leur soutien intérieur, ils ont toujours besoin d'avoir un soutien extérieur. Des programmes pour avoir l'appui de l'Occident, des Occidentaux, ils en ont beaucoup. On connaît les sponsorings, on connaît la participation à des missions de paix. Et donc l'analyse que moi je partage, c'est celle de 2 pays, je n'ai pas peur de le dire parce que je suis en Belgique, 2 pays brigands qui ont décidé de faire un deal, tout simplement d'un côté faire peur à des migrants qui veulent aller au Royaume-Uni, et éventuellement rassurer un certain électorat d'extrême droite, et d'autre côté un pays qui avait besoin d'une fois de plus se positionner comme un pays qui est capable de fournir des solutions à des Occidentaux dans des domaines variés, cette fois-ci l'immigration, mais ils le font aussi dans d'autres domaines, militaires, parfois un peu technologiques. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans l'Assemblée veut ajouter une observation brève. Le pognon, ils auraient pu trouver d'autres moyens. 140 millions, ce n'est pas un gros problème pour un pays. Je pense qu'il faut voir au-delà. Il y a, je pense, 5 ans, pour la dernière fois que j'ai été en Palestine. Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne. Voilà, donc j'ai été en Palestine, une mission humanitaire, et je me rends compte, en allant, parce que j'étais aussi à Kigali il y a 2 ans, j'ai des amis de très longue date qui sont soit Hutus ou Tutsi, on n'a jamais fait de différence depuis, qui ont évité de me voir. Et même au téléphone, c'était très difficile. Et j'ai peur pour eux parce que je sens que pour arriver à ce stade-là, c'est des gens qui vivent dans la peur. On ne veut plus voir les amis. Mais pourquoi je parle de la Palestine? Parce que ce qui se passe en Palestine, il y a quand même des similitudes
même si, encore une fois, il y a les Anglais derrière aussi, comme par hasard, on sent que il y a toujours une façon, dans la méthode, on veut pousser les habitants d'un territoire et peupler ces territoires avec des peuples qu'on choisit. Donc on retrouve sur les terres palestiniennes où on a chassé les Palestiniens pour lui faire vivre des Juifs qu'on a été recrutés aux États-Unis, par exemple. Netanyahou a fait la même tentative quand il y a eu les Spartans de Paris, puisqu'il a dit, à un moment donné, il a déclaré les Juifs doivent savoir qu'on a de la place en Israël, ils n'ont qu'à venir. Et les Juifs de France ont dit, voilà, nous sommes Juifs, mais nous sommes aussi Français. Donc on reste là. Ça, c'est une expression de courage. Donc, s'il y a une solution, quand on dit une solution, par rapport, d'abord je vous dis, moi je suis né au Congo, au Katanga, plus précisément, à Lubumbashi. Et donc j'ai été aussi à Bukavu il y a 2 ans, j'ai été à Goma il y a 1 an. Quand on discute discrètement avec les gens, on se rend compte qu'il y a un gros malaise, les gens vivent dans la peur, alors que ce n'est un secret pour personne ici. Quand vous parlez des Grands Lacs, ce n'est pas un hasard, c'est une même population. Je ne vais pas dire que c'est le même peuple, mais c'est une même population. Ce sont des populations qui ont vécu ensemble pendant des dizaines d'années. Vous avez dit tantôt qu'on va approcher du chiffre 30. J'ai bien compris aussi que dans la situation qui se passe aujourd'hui au Rwanda, il y a effectivement un cycle de violence qui se répète. Donc, en gros, les Hutus prennent le pouvoir, ils chassent les Tutsis, ces Tutsis vont à l'étranger, heureusement, ils continuent à faire des enfants, ces enfants grandissent avec la haine, la rage, ils reviennent, ils bousculent tout le monde et on repart. Donc, le problème, une des solutions, se trouve aussi parmi nous ici. Comment est-ce qu'on vit cette situation quand on se retrouve à l'étranger? Les plus anciens connaissent ici, on sait qu'on a perdu un de nos grands patriarches ici, Michel Sanzé, il y a quelques temps, et un peu plus éloigné dans le temps, on a eu Thomas Buyoya, des gens qui ont réuni toute la communauté africaine ici à Togo, sans faire la distinction faite à Hutu, Tutsi, Congolais, Burundais, Rwandais, il n'y avait pas ça. Et en 1994, cette question rwandaise vient nous surprendre dans notre élan de solidarité, on appelle ça l'amicale africaine culturelle et de solidarité à tourner. Cette situation vient nous surprendre. On a été obligé d'arrêter cette association qui comptait plus de 150 membres. Tout se passait bien. Donc, les solutions se trouvent aussi dans notre capacité à nous, originaires des terres africaines, à pouvoir composer ensemble. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont en activité, notamment à tourner des commerces africains. Il y a aussi des gens qui vont préférer dire non, moi je suis congolais, donc moi je vais aller chercher une marchandise à Bruxelles ou à Tournai, enfin à Courtrai ou ailleurs. Donc nous ne sommes pas encore dans cette dynamique, c'est-à-dire, un peu comme les Japonais, c'est mon frère, qu'il soit congolais, burundais ou c'est un Africain. Il est des Grands Lacs, je soutiens cette région, donc si je soutiens cette région, je commence par le soutenir lui. Cette dynamique n'existe pas encore ici, donc je pense que, effectivement, comme vous, j'ai peur du chiffre 30, parce que j'ai peur de ce cycle, parce que tout ce qui se passe ici est en fait le résultat d'une haine, des frustrations qu'on a continué à entretenir, qu'on a entretenues parmi nos enfants, on n'a jamais voulu expliquer, ils grandissent avec, ils veulent venger leurs parents, et ainsi de suite. Et vous avez aussi évoqué la question des minerais, ça aussi, dans les médias, on parle beaucoup des minerais, mais c'est un faux problème aussi, puisque
quand on est à tourner, on voit bien que, Madame parlait tantôt des Français, des Ukrainiens, il y a énormément d'entreprises françaises ici à tourner. On n'en fait pas un problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'entreprise rwandaise à Goma ou à Bukavu? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'entreprise burundaise à Kigali? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'entreprise congolaise à Butare? Ou des choses comme ça. Et à chaque fois, on parle d'exploitation. Mais en fait, c'est une idée qui naît d'ici. Et donc, on l'applaudit parce que finalement, tout ce qu'on connaît comme guerre aujourd'hui sur le continent est distillé à partir de l'extérieur, de l'Occident, du capitalisme, de l'impérialisme. Et nous, Africains, on tombe chaque fois à pieds joints dedans, en disant, voilà, c'est un tout, hein, il faut saccager. De l'autre côté, ah mais c'est un tout, si, il faut le saccager. Donc voilà, mon avis à moi, c'est qu'on doit d'abord faire un travail entre nous pour dire que voilà, si on veut construire là-bas, il faut d'abord qu'on construise, qu'on démontre quelle est la capacité qu'on a ici à construire ensemble. Et ça, c'est pas gagné. Je m'excuse d'avoir été un peu trop long. Merci, M. Jean. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui le responsable de la Maison internationale. Donc, il sait de quoi il parle. Quelque chose à... C'est un débat, donc je vais laisser la parole aux autres. Sinon, j'ai beaucoup de choses à répondre à monsieur. Okay. Je vais d'abord passer la parole. Ok. En 1962, je me suis mariée en 1966 avec lui. À cette époque, tous les Africains qui habitaient Tournai étaient amis en France. Congolais, Rwandais, Burundais, tout le monde était amis. On parlait de Thomas Boudia, mon mari avait un groupe avec lui, on est parti au Burundi. Malheureusement, mon mari est assassiné en 1972 et Thomas lui a pu revenir. Mais à cette époque-là, on faisait des soirées de maisons africaines de partout. Et tout le monde se fréquentait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que les histoires, effectivement, Hutu-Tutsi, moi je connais des deux côtés. Et parfois, la peur est des deux côtés. Et après, ceux qui sont les enfants, comme j'en connais, Jean-Marie, par exemple, mère Hutu, père Tutsi, etc. Ils sont tous, alors ils sont des deux côtés, ils perdent leur famille, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant et pourquoi on est arrivé alors quand évidemment l'action de la France, de la Belgique, mon mari a été remplacé dans son travail au Burundi par un Français. Vous voyez, alors il est venu faire des études par ici pour reprendre là-bas. Je pense que c'est aux Africains d'abord de se mettre, dire c'est mon pays, c'est en moi, et les Blancs qui veulent l'exploiter, et bien ils payent. Et ne plus les laisser aller faire la loi. Je suis française, et quand je vois Macron qui va là-bas faire la pluie et le beau temps, et qui soutient Kagame par tous les moyens possibles, écoutez, franchement, je trouve ça scandaleux. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, les Hutus contre les Tutsis, c'est effectivement une simplification qui marche facilement jusqu'à peut-être 5-6 ans. Au-delà, les gens commencent à voir les nuances. Et la plupart des Rwandais vous diront qu'ils ont des amis Hutus ou Tutsis, et inversement. Et même le fameux génocide en 1994, la dynamique même du génocide était du fait que les populations étaient mélangées. Si elles n'étaient pas mélangées, ça ne serait pas passé comme ça s'est passé. Et donc j'aimerais juste préciser que nous, les Rwandais, on ne voit pas le problème entre Tutsi et Hutu au niveau de la population des gens, mais c'est surtout au niveau des élites. Ce qui est une réalité. Donc les élites qui veulent le pouvoir politique, il y en a qui sont honnêtes, qui sont authentiques et qui vont se présenter avec un vrai programme politique et des idées politiques, mais il y en a qui vont essayer d'avoir du soutien et des voix par tous les moyens, dont notamment la carte ethnique.
Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et donc ce sont les politiciens qui vont venir attiser cette composante. Je dis politiciens sans stigmatiser les politiciens, en tout cas les gens qui veulent contrôler, que ce soit à tous les niveaux de pouvoir, qui utilisent cette carte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la complexité du paysage rwandais, faites attention au piège où tout d'un côté, Tutsi de l'autre, etc. Mais plutôt voyez ça au niveau de certaines classes dirigeantes qui utilisent cette carte et aussi qui vont pactiser avec la classe dirigeante occidentale. Parce que ce n'est pas le peuple occidental d'Occident qui pose problème. Ce ne sont pas les gens avec qui nous interagissons tous les jours. C'est souvent la classe dirigeante, tous ces gens-là qui se mettent ensemble et finalement qui s'en foutent de qui est qui. C'est juste un intérêt soit financier, soit géostratégique qui est derrière. Voilà. Merci. J'avais juste deux petites questions. La première, c'était qu'est-ce que vous pensez de la déclaration donc, du président rwandais en visite à Cotonou au Bénin récemment, qui avait dit qu'il fallait revoir le contrôle, le tracé des frontières, hérité donc de la conférence de Berlin. Est-ce que vous pensez qu'à terme, cette déclaration va créer beaucoup plus de réfugiés, c'est-à-dire que c'est susceptible d'entraîner une guerre future entre les deux pays, puisque le Rwanda réclame des territoires aujourd'hui qui sont clairement du côté du Kivu. Et donc il estime que ça lui appartient. Quelle analyse vous en faites? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est toujours par rapport aux réfugiés. Vous avez cité le livre de Michaela Aron, qui parle donc d'Assassins sans frontières. C'est ça le titre du livre. Alors, il se trouve que pourquoi est-ce que Kagame peut poursuivre et assassiner des réfugiés rwandais partout en Afrique et il bénéficie d'une impunité au niveau international? Il n'est jamais poursuivi. Vous n'avez peut-être pas cité le nom de l'ancien patron des services secrets rwandais qui a été assassiné en Afrique du Sud. Madame, on parle très très bien de cet exemple. Comment est-ce que, il y a des ministres, même ici en Belgique, qui ont été tués, etc., au Kenya. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que le président rwandais, malgré les millions de morts, de réfugiés qui sont tués, même du côté du Congo, n'est pas poursuivi? Pourquoi il jouit et bénéficie d'une telle impunité? Merci beaucoup. Deux questions très pertinentes. Je vais essayer de donner une contribution rapide et puis le laisser peut-être à l'Assemblée parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'y connaissent certainement mieux que moi. Concernant les déclarations de Paul Kagame à Cotonou, moi je les analyse sous l'angle du bras de fer diplomatique et d'un point de vue de communication qui se joue entre la RDC et Tshisekedi et le Rwanda. Donc, il y a encore beaucoup d'acteurs en Afrique, surtout en Europe, qui ne se sont pas encore clairement positionnés en faveur de l'un ou de l'autre. Et donc, ils sont en train de surenchérir l'un l'autre pour essayer de faire passer leur point de vue, etc. Il y a donc comme une espèce de joute verbale entre les deux pays. On peut le voir sur les réseaux sociaux, surtout les responsables de bas niveau, mais aussi au niveau des classes dirigeantes des ministères, entre les ministres des Affaires étrangères, de la communication, Mouyaya, Bilouta. Il y a une surenchère au niveau des déclarations et évidemment au niveau présidentiel. Donc je pense que Kagame, clairement, doit essayer de justifier sa présence au Congo, ou de manière indirecte, en tout cas, il doit essayer de répondre aux accusations qui lui sont faites de soutenir le M23. Et ceux qui ont suivi savent qu'il est peut-être à sa 4e ou sa 5e version. D'abord, c'était les réfugiés qui voulaient rentrer, et puis c'était les accords qui n'avaient pas été respectés entre le M23, et puis c'était un génocide. Ils ont même déposé plainte d'un génocide qui allait se faire, ce qui est un concept juridique assez spécial. En tout cas, ils ont essayé plusieurs versions, et maintenant ils en sont à la version des territoires,
qui ont été donnés au Congo alors qu'ils appartenaient au Rwanda. Une version qui est intéressante, et honnêtement, j'ai envie de dire, c'est bien joué de leur part, parce qu'ils jouent encore la carte de la culpabilité contre les Occidentaux, qui vont, une fois de plus, essayer de tempérer Kagame dans son agressivité. Donc l'analyse que je fais, pour moi, elle se situe au niveau diplomatique de la communication entre deux pays qui essayent de saper l'image de l'un ou de l'autre. Mais sur le fond, je ne pense pas que ça ira très loin. Ça n'a pas l'air d'être sérieux. Ça fait 100 ans ou plus que c'est comme ça. Et je ne pense pas qu'on va mener une guerre pour récupérer des territoires. Sinon, il l'aurait déjà fait. Je pense que c'est vraiment une question de bluff diplomatique. En tout cas, je l'espère. Ensuite, concernant la deuxième question, comment ça se fait que Kagame dispose de cette immunité? Moi, j'ai même envie de dire immunité, impunité, voire même un permis de tuer. C'est plus que ça. C'est vraiment un license to kill. Depuis 1990, et le permis, il a fait son plus grand carton avec les deux présidents qui étaient dans l'avion. Depuis qu'on lui a autorisé à faire cet attentat, vous aurez compris que moi je ne discute même pas sur l'identité de l'auteur de cet attentat. Depuis qu'il a fait cet attentat, qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? Vous abattez deux présidents en exercice au moment où un pays est en train de signer des accords. Il y a un génocide, il y a deux génocides, personne ne dit rien. Mais ce n'est pas un chef de renseignement qui va lui faire peur. Donc la carte le permis de tuer qu'on lui a donné à ce moment-là, il doit tout simplement expirer. Et tant qu'il n'a pas expiré, ou que quelqu'un n'a pas dit « on vous retire votre permis de tuer, M. Kagame », oui, il va continuer. C'est malheureux, mais il n'y a pas d'autre analyse à faire, et ce permis de tuer lui a été accordé par les Américains. Il ne faut pas oser, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais pour quelle raison on lui a donné ce permis? Alors, les dernières recherches que j'ai trouvées convaincantes sont celles de Charles Onana, où il remonte à un moment critique de la politique africaine-américaine des années 80, qui avait constaté que dans cette région, il leur fallait des régimes en leur faveur. À l'époque, ce n'était pas acquis. Il n'y avait que l'Ouganda qui venait de basculer aux mains de Museveni, mais les autres pays n'étaient pas du tout pro-américains, loin de là, dont le Rwanda, forcément, et surtout le Congo. C'est surtout le Congo qui les intéressait, mais pour passer de l'Ouganda au Congo, il fallait forcément passer par un des pays. Vous pouvez passer directement par l'Ouganda, c'est vrai, mais pourquoi, dans les années 80, Museveni allait-il attaquer Mobutu? Il faut expliquer tout ça. Par contre, ils avaient des réfugiés, des descendants de réfugiés de l'aristocratie Tutsi, qui, eux, rêvaient de reconquérir le Rwanda, et par la même occasion, ils pouvaient avoir aussi une occasion de renverser le pouvoir de Mobutu au Zaïre et d'y instaurer un pouvoir qui leur était en leur faveur. Moi, je pense que c'est ça qui fait que les Américains sont rentrés en jeu. C'est pas pour les beaux yeux de Kagame ou de Rwigema à l'époque, c'est que effectivement, ils avaient déterminé que dans cette région-là, ils devaient avoir des régimes en leur faveur et qu'ils ont joué la carte des rébellions qui étaient très à la mode dans les années 80. Ça avait marché avec Mugabe, ça avait marché avec Yoweri Museveni, pourquoi pas avec Kagame, et ça a marché avec Kabila, qui s'est retourné entre-temps, ils ont placé son fils. Cette théorie se tient, vraiment elle se tient, et aujourd'hui on en voit les faits. Michel? D'après ce que vous venez de dire, donc le retour de la paix dans la région dépendra du bon vouloir des Américains ou des puissances en tout cas qui agissent dans la région rien que pour leurs intérêts. Donc il n'y aura pas. Vous avez posé la question quels sont les remèdes, mais ça dépendra de la bonne volonté de ces puissants, tout simplement, parce que ce sont eux qui manipulent ces gens qu'ils ont placés à la tête de ces États. Pour être plus précis, ça dépendra de leurs intérêts. Évidemment, j'ai posé la question, j'ai ma petite idée, j'essaierai de vous en parler après les débats, mais effectivement, ça dépendra principalement
principalement, pas uniquement, des intérêts de ces puissances. Les Africains ont un rôle énorme à jouer. Ceux qui sont ici, en Belgique ou en tout cas dans ces pays-là, qui sont dans les pays aussi au Rwanda, parce que les intérêts de ces puissances occidentales ne peuvent être défendus que par les gens sur place. Donc vous voyez où je veux en venir. Autant certains se sont positionnés dans les années 80 comme des personnes capables de défendre leurs intérêts à l'époque, autant dans les années 2020, il faut des gens qui puissent dire nous sommes capables de défendre vos intérêts, quels sont-ils? Mais le prix que le pays, que la région a payé et paye depuis 50 ans, il ne faut plus le mettre sur la table. Donc, moi, je crois dans cette théorie, je crois dans cette solution, et d'après les informations qu'on a, il semblerait que la FICOM, donc qui est le département américain en charge de la politique africaine, commence à réfléchir dans ce sens. Parce qu'au niveau médiatique, ça devient intenable. Toutes ces histoires qui remontent à la surface, on fait des guerres au Congo, on tue des gens pour des minerais, etc., ça commence à toucher l'opinion publique. Et s'il y a quelque chose sur laquelle ils sont très sensibles, et là, on parle d'un des intérêts, c'est leur opinion publique. Voilà, je vais peut-être arrêter ici et laisser encore... Ici, il me semble que ce qu'il faudrait, ce sont des hommes et des femmes, mais des chefs d'État intègres, qui voient qu'ils ont un rôle à jouer pour leur pays et pas pour eux-mêmes, et qui ne soient pas à la merci des pays occidentaux. Mais c'est ça qu'il faut, des gens qui soient capables de prendre leurs responsabilités et pas des gens qui se laissent manipuler. C'est ça le problème, non? il y en a eu comme le président du pays des hommes intègres. Il a essayé, on sait ce qui lui est arrivé, Sankara. On commence par le général. Merci. Je trouve que Gustave a fait un exposé qui touche tous les points, qui préoccupe la plupart des Rwandais et tout le monde ici en est conscient. Il a parlé des problèmes internes sur le plan de sécurité où il manque de démocratie. Il n'y a pas de liberté d'expression, et cela est vrai. Mais il y a un autre élément, je crois, qui doit aussi trouver une solution, c'est la pauvreté du pays. Un petit pays surpeuplé, sans ressources, et toute offre qu'on peut présenter, d'abord avant de trouver des solutions, d'autres personnes. D'abord, les gens qui sont à l'intérieur, on parle de corruption, on parle de népotisme. Tout ça, je crois que c'est cette pauvreté de ce petit pays qui fait que les gens ne savent pas donner la paix aux autres. Alors, quand on voit cette situation, et actuellement, ceux qui sont au pouvoir, ils ne veulent pas lâcher parce que c'est ce qui les fait vivre. Et alors, pour le reste de la population, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Eh bien, ceux qui vont leur proposer, écoutez, allez là aux Zaïre, il y a de quoi manger. On est tenté. Mais est-ce qu'il n'y a pas une façon d'y arriver sans faire la guerre et sans tuer les gens? Je crois que ce problème de pauvreté qui fait que justement les gens ne veulent pas retourner. Pourquoi est-ce que vos enfants retourneraient là au Rwanda? Même s'il y avait une démocratie. Je crois que le problème de pauvreté doit être aussi
analyser, trouver des solutions qui puissent permettre à chacun de vivre normalement et de ne pas tuer pour pouvoir manger. Merci. Merci. Juste être 100% d'accord dans les analyses qui sont faites, la pauvreté est un facteur qui accentue la propension des Africains à ne pas être intègres, pour aussi faire le lien avec ce que Madame disait, que ce soit au niveau de la population, mais aussi au niveau des gens qui commencent à rentrer dans les classes dirigeantes du pays. Cette cupidité, cette faim, quelque part, fait que c'est difficile d'être intègre quand on a le ventre vide. Maintenant, en termes de solutions, je pense que c'est surtout une question d'éducation. Donc là, on est sur le long terme. Les pays occidentaux, en tout cas ceux qu'on nous dit à propos des pays occidentaux, c'est qu'ils sont passés par des vagues similaires, il y a quelques dizaines ou quelques centaines d'années, mais à un moment donné, des gens sont arrivés à ne plus tuer l'autre pour manger. C'est peut-être pas encore 100% le cas, je vois M. Deveul qui me regarde, mais en tout cas, quand vous parlez à la jeunesse ou aux gens, il y a une forme d'intégrité et de respect de la vie humaine qui est généralement implémentée dans les valeurs des gens. Donc c'est un remède qui est sur le long terme. En Afrique, surtout quand on voit ce qui s'est passé et les guerres qui se passent encore, à un moment donné, la vie humaine ne valait pas grand-chose. L'exemple que je donne toujours, c'est comment le voleur est traité. Avez-vous déjà vu comment un voleur est traité en Afrique ou dans les pays, entre guillemets, moins industrialisés? C'est une forme de barbarie et qui probablement est liée à l'aigreur qui est causée par la faim, par la pauvreté. Alors que quand on vit dans un pays ou dans un contexte riche, avec des CPS, comme on a vu tout à l'heure, oui, le côté barbare est peut-être atténué. Donc voilà peut-être la réponse que je pourrais donner, mais je pense que c'est ça qui explique qu'il y a un lien entre la pauvreté, la faim, et la barbarie et la propension à se faire des guerres. Madame Deveul. Je suis un peu mise de côté parce que j'avais une migraine terrible tout à l'heure. C'est ce qui explique un peu. J'ai bien aimé l'intervention de Madame aussi qui dit que l'opinion des gens, et toi tu en as parlé aussi, l'opinion est importante pour un pays, pour on le voit maintenant en France, bon, vous êtes suffisamment manifesté contre ce qui n'allait pas, il faut quand même que cette opinion, elle sorte et qu'on la dise. Parce que, Gustave l'a dit aussi, c'est un élément qui intervient maintenant de plus en plus aux États-Unis. Et les gens, nous, en fait chacun, nous devons réagir à ces soi-disant solutions que les pays occidentaux apportent. Parce qu'en Occident, on a toujours toutes les solutions. Les Africains doivent faire ci, les Africains doivent faire ça. Ils ne font pas ci, ils ne font pas là. C'est pour ça que ça ne va pas. Mais à partir du moment où ils ont des ressources, on vient les chercher à moindre frais pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir amener l'industrialisation dans les pays occidentaux envers et contre les besoins des populations qu'on vole. Parce qu'il faut quand même savoir que moi j'ai des contacts avec des gens et j'ai une personne qui m'a fait la remarque en me disant « Oui, mais j'ai une amie rwandaise qui m'a raconté ce qui se passe, mais c'était quand même un pays riche, le Rwanda. » J'ai dit « Oui, il est riche de quoi? Il est riche de quoi? Dites-moi. » Moi, j'étais prof de géographie et j'ai enseigné ça pendant des années. Et notamment, moi j'ai étudié aussi la géographie dans le coin et je sais très bien que les ressources du Rwanda n'étaient pas des ressources extraordinaires. Mais ces ressources viennent d'où? Elles viennent du pillage du Congo et on peut quand même parler à ce moment-là du pillage. Mais ces ressources, elles arrivent ici, chez nous.
Et nos dirigeants occidentaux, ce qu'ils font, c'est en général dire « Ah non, 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 moi je ne suis pas concerné ». C'est de l'hypocrisie en plein. Et je crois que nous, en tant qu'opinion, nous devons lutter contre ce genre de faits établis. On dit tout simplement, c'est comme ça, voilà. Et on doit l'accepter. Ben, il faut qu'on réagisse. Et du côté des Occidentaux, on doit réagir de cette façon-là, mais du côté des Africains qui se trouvent ici, vous devez encore plus exprimer ce que vous ressentez et ce qui se passe. Nous, on s'est battu depuis le début. Moi, j'ai vécu, bon, Gustave en a parlé, mais moi j'étais au Burundi en 72. J'ai vécu 94 au Rwanda, de 90 à 94, et on est resté au pays. Et ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de contact avec les Rwandais, parce que quand ils ont vu qu'en 90, on ne prenait pas ses bagages et on ne s'en allait pas, on ne les laissait pas comme ça, eh bien, ils se sont ouverts beaucoup plus qu'ils l'avaient été avant. Et on a eu plus de contact avec eux, on s'est mieux rendu compte de ce qu'ils vivaient et de comment ils réagissaient à ce qui se passait autour d'eux. Tout ça, on l'a vécu sur place. Mais maintenant, il faut continuer à en parler, il faut continuer à faire ressortir des éléments comme Gustave l'a fait, les éléments qu'au Rwanda, il ne peut pas y avoir d'opposition politique. À partir du moment où il y a une opposition politique, où il y a un petit dissident, selon le gouvernement, qui se manifeste, bon, il faut l'éliminer. Mais nos gouvernants ne devraient pas accepter un pays comme ça et dire que « Ah, mais ils ne savent pas nécessairement ce qui se passe, excusez-moi, mais quand Macron va se mettre à genoux devant Kagame, quand notre Premier ministre va faire la même chose pour des excuses qui n'en sont pas, nous, en tant qu'opinion, nous ne pouvons pas le supporter, nous ne pouvons pas l'accepter et nous devons pointer du doigt ce genre de manifestation. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut agir à notre petit niveau. C'est en parlant et en mettant à plat ce genre de situation qu'on peut faire comprendre aux gens qui nous entourent et donc à l'opinion qui est autour de nous qu'on a quand même quelque chose à faire, quelque chose qui doit bouger, qui doit changer. Excuse-moi, mais non, pas du tout. Je voulais juste donner... Vous mettez le doigt sur une des solutions dans laquelle moi je crois personnellement. En tout cas, vivant ici en Europe, s'il y a bien un intérêt que les gouvernements essaient de défendre, c'est leur électorat. Et donc, quand ils voient que dans l'opinion publique, les gens s'insurgent contre des positions, des décisions, des déclarations qu'ils prennent, ils vont les changer. Et donc, on demandait quelle solution. On est en Belgique, on a le droit de vote, on peut crier, on peut parler. Donc ça, c'est déjà une première action qui peut vraiment changer les choses. Et un exemple très concret, pour vous dire à quel point ça marche, c'est l'exemple récent de Paul Rusesabagina. C'est est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Paul Rusesabagina, qui avait été qui a été kidnappé, comme dans un film de Hollywood, par le pouvoir de Kigali. Il se retrouve dans les jours, il est pavané devant tous les journaux, on a attrapé notre opposant le plus dangereux. Pour eux, c'était affaire réglée. Affaire réglée avec leur permis de tuer, c'était bon. Mais sa famille s'est levée, ses anciens contacts se sont levés, et c'est l'opinion que ces gens-là étaient en train de faire monter qui a fait qu'aux États-Unis, ils se sont dit « Ah non, on ne peut pas laisser les choses comme ça ». Il avait la résidence permanente évidemment aux États-Unis, Sahel, mais à un moment donné, le gouvernement américain, voyant que c'était un sujet qui allait prendre de l'ampleur au niveau de leur opinion, ils ont décidé d'agir. Et un tournant de leur campagne pour défendre leur père, ça a été par exemple de faire jouer les acteurs hollywoodiens. Je ne sais pas si vous avez suivi la campagne, mais à un moment donné, on a commencé à voir des acteurs d'Hollywood qui ont joué dans les Avengers avoir un t-shirt Free Paul Rusesabagina. Et ça, tout politicien aux États-Unis, on a peur comme de la peste.
Donc ça marche. Ici en Belgique, on ne sait pas comment on peut le faire, mais en tout cas, quand les gens, comme Madame de Beul disait, vont en Afrique, il ne peut pas rentrer et ne pas trouver des tweets, des messages, des manifestations, des lettres, même des lettres, une seule lettre, 2 lettres, 3 lettres. Donc ça, c'est déjà une piste d'action très concrète qui peut faire que ces politiciens d'ici vont commencer à réfléchir. Et je terminerai ma remarque en faisant une nuance. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout est de la faute des gouvernements et des responsables occidentaux. Non, 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 surtout pas. Moi, je pense et je suis convaincu que c'est malheureusement la rencontre entre 2 types de gangsters internationaux qui font que ça pète. Clairement, pour donner une image, si vous avez de l'eau chaude, c'est généralement inoffensif à côté de l'huile chaude. Mais lorsque vous versez l'un dans l'autre, ça fait de la fumée. Et donc, dans le cas de nos problèmes, si on avait des financiers en Europe qui veulent financer des guerriers, mais qui n'en trouvent pas, ça ne marche pas. Et à l'inverse, les gens qui font des guerres, s'ils cherchaient des financiers en Europe et qu'ils n'en trouvent pas, ils n'en trouveraient pas. Donc c'est bien la combinaison des deux qui font qu'on se retrouve dans les problèmes qu'on a. Et il faut travailler sur les 2 aspects, à savoir couper l'herbe sous le pied à ceux qui veulent financer des guerres avec des intérêts hégémoniques et financiers, mais aussi en Afrique, couper l'herbe sous le pied à ceux qui veulent tout simplement contrôler, diriger, dominer leurs frères pour des raisons politiques. Merci beaucoup. Il s'agit d'un sujet inépuisable. On peut en parler jusque demain matin, même la semaine prochaine. Mais je propose qu'on poursuive les débats autour d'un verre, autour du repas. Et puis, on va continuer. Madame disait que nous devions pouvoir parler de ces questions. C'est pour ça que nous organisons ce genre de conférence. Bon, c'est une toute petite pierre pour l'édifice. Et puis, je voudrais répondre un tout petit peu à M. Jean-Félix, que vous aviez une fois une amicale de tous les Africains ici à tourner. C'est une chose qu'on pourrait encore relancer. Bon, je crois que la prochaine fois que nous allons faire l'Assemblée générale de l'association INESA, j'aimerais bien t'inviter pour que tu relances cette idée. Et puis, je voudrais parler aussi de... Bon, en fait, Gustave l'a dit, il n'y a pas de problème entre Hutu et Tutsi ici à tourner ni en Belgique. Je ne sais même pas qui est Hutu, qui est Tutsi. Je m'en fous. On est Rwandais ici, on est amis. Et le problème se trouve là-haut, chez les décideurs. On n'a jamais trouvé de problème entre Hutu et Tutsi ici. Entre Congolais et Rwandais ici, je n'en ai jamais trouvé. Nous sommes des frères. Juste pour mettre encore le maître de lui, juste le mettre encore de lui, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, et je l'ai volontiers, juste pour encore le mettre de l'huile sur le feu, parce que tantôt, quand le général a parlé de pauvreté, effectivement, je suis d'accord avec lui que c'est une cause de migration, mais je ne... De nord. Oui, migration. Mais je ne suis pas d'accord qu'on continue à dire que l'Afrique est pauvre, parce que même s'il y a 54 pays, j'en ai fait 20. C'est très peu pour dire que je connais l'Afrique. Mais même quand il y a des endroits comme au Sahel où il n'y a rien qui pousse au-dessus du sol, c'est que tout se trouve en dessous du sol. L'Afrique est très riche. Et même au Rwanda, le Rwanda est très riche. Parce que ce qu'il n'y a pas dans le sous-sol pousse assez facilement sur le sol. Donc c'est un paramètre dont on doit tenir compte et se dire que non, on doit refuser d'accepter qu'on nous dise que l'Afrique est pauvre. Voilà. Les Africains sont appauvris, mais l'Afrique est riche. Et c'est ça notre malheur quelquefois. C'est pour cause des malheurs, des convoitises. Bon, grand merci, M. Gustave, pour une fois. S'il y a encore des questions, on va trouver échanger autour de la table. Je vous remercie. Quartier